Vous êtes sur Radio Camping, la chaîne faite par et pour les acteurs du camping. Radio Camping, c'est le plein d'apprentissage de la part de personnes qui font le camping. Gérants, fournisseurs, partenaires, des discussions à cœur ouvert qui vous feront découvrir l'envers du décor et bien plus encore. Nous sommes Johan et Pamela et nous vous invitons à partager ces moments privilégiés avec nos invités. Ce contenu est rendu possible par Geektonic, l'agence web et ad spécialisée dans la commercialisation de camping depuis plus de 10 ans. Si vous aussi vous souhaitez faire décoller vos ventes, rendez-vous sur www.geek-du6tony.com ou sur nos réseaux sociaux en tapant Geektonic Biarritz. Bonjour Tony. Hello Johan. Aujourd'hui on fait un épisode un petit peu particulier, c'est que j'ai fait venir Tony Lub, qui est pour moi un petit peu le loup blanc de l'hôtellerie classique. Oh. On a échangé pendant longtemps parce que Tony il était à l'étranger et dès qu'il est revenu en France, je lui ai sauté dessus pour que enregistrer cet épisode qui va marquer la 2e saison de Radio Camping. Donc je te propose Tony de te présenter de suite et après je ferai un petit complément. Ok, ça marche. Eh bien donc, enchanté tout le monde, je m'appelle Tony Lub, moi j'ai démarré dans le monde du voyage en 2001. J'ai été directeur technique d'une agence web qui était spécialisée dans l'hôtellerie de 2001 à 2008. Puis après, de 2008 à 2014, en fait, je suis resté dans la partie web, mais on va dire que j'étais un peu plus large parce que j'ai supervisé en fait tout le pôle consulting d'une agence de consulting. Donc là, c'était cartographie du parcours client, création des sites web, gestion tarifaire, emailing. Enfin, c'était vraiment l'ensemble du parcours client. Donc j'ai fait ça pendant 6 ans. Puis après, j'ai cofondé une solution d'expérience client numérique de 2014 à 2022. Et d'ailleurs, c'est grâce à ça qu'on est là aujourd'hui, puisque c'est un de mes anciens clients que tu as interviewé récemment, qui nous a mis en relation en disant il faut que vous parliez les gars. J'ai dit ok super. Voilà. Ouais, donc, Pierre, si t'entends ça, on te remercie. Mais Pierre, oui, à qui on a fait un épisode sur le web service parce que c'est le client Techos qu'on a qui est à fond sur les dernières technologies, qui utilisait votre solution. Petit aparté, c'est quand même je te connaissais d'avant et justement, je sais pas de l'un et de l'autre en tout cas, on a vu qu'on te connaissait mutuellement parce que moi je suivais ton podcast et aujourd'hui, si tu peux présenter un petit peu le podcast parce que c'est ça aussi le sujet du podcast de Radio Camping, c'est justement de vous faire découvrir ce média et puis après aussi de faire un gros parallèle entre le monde de l'hôtellerie et le monde du camping. Aujourd'hui, c'est vraiment ça qui va être intéressant, c'est d'arriver à voir, vu que on dit toujours qu'on a 5 ans de recul sur l'hôtellerie, chose qui est positif comme négatif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, l'idée, c'est de savoir quels sont les points positifs qu'on va pouvoir aller chercher sur l'hôtellerie, c'est-à-dire comment on va pouvoir être plus mature dans notre commercialisation, dans notre approche du parcours client, du vacancier qui vient dans le camping. Donc, prendre les points positifs, mais aussi les points négatifs, parce que on le sait que, alors j'allais dire l'ubérisation, mais c'est pas l'ubérisation, c'est l'hôtéaisation à fond de l'hôtel. On sait que ça a eu des côtés aussi très négatifs. Donc, on va essayer aujourd'hui de faire une cartographie un petit peu de l'hôtellerie qu'on va comparer au camping pour analyser et essayer de s'inspirer de ces points positifs et de ces points négatifs. Est-ce que tu peux représenter du coup ton podcast, Tony ? Ok, ça marche. Alors, mon podcast s'appelle 10 minutes pour un hôtelier. Et en fait, c'est un déroulé du parcours client. Donc, chaque épisode, il y a un épisode tous les 15 jours. Bon, là, c'était les vacances. Il y a eu 2 mois sans épisode, mais ça reprend dans quelques jours. Chaque épisode, en fait, est 10 minutes sur un point du parcours client. Et on part depuis le premier jour, le moment où le client se dit, tiens, je séjournerai bien dans telle région, jusqu'à la fin du parcours client. On déroule toutes les étapes jusqu'au moment où il sera fidélisé à un établissement. Aujourd'hui, la saison 1 est terminée. Elle était sur l'acquisition client. Et donc là, on attaque la saison 2 qui est l'expérience client. C'est vrai que le podcast est quand même très axé hôtel. Mais je dirais que quasiment les 3/4 des choses que j'aborde sur le sujet sont en fait complètement applicables au camping. On va voir un petit peu après en fait comment on déroule un parcours client hôtelier. Mais en réalité, à quelques détails près, on est sur un parcours client également camping, puisqu'en fait, on est sur un parcours client de voyageurs. Et c'est vrai que souvent, les gens ont tendance à se dire « Ah ouais, mais en fait, l'hôtel, la résidence de tourisme, l'appart-hôtel, le camping, c'est pas la même chose. » C'est vrai. Mais du point de vue du voyageur, c'est quasiment la même chose. Et en fait, quand on retourne le problème et qu'on dit « Mais en fait, qu'est-ce que le voyageur vit ?» Eh ben, en fait, on s'aperçoit qu'il va passer à peu près par les mêmes étapes. Donc bien après, sûr. Ça va être, on va les gérer différemment, évidemment. Oui, bien sûr. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, nous, on est de plus en plus sur ce positionnement-là avec Geektonic parce que aujourd'hui, il faut pas mettre en opposition l'acquisition,
la conversion. De plus en plus, les gens flânent sur Internet, ils sont multi-touchpoints, comme on dit. Il faut venir 7 fois sur 7 sites Internet, revenir, être retargeté. Donc, en gros, descendre dans le funnel. Les grands principes de marketing, c'est on est top au funnel, donc on est en haut du tunnel. Et après, on va descendre comme ça, petit à petit. On fait descendre jusqu'à la conversion. Et après, on va pouvoir upseller, ce qu'on dit, donc revendre le séjour et surtout garder son fichier client. Et nous, aujourd'hui, on voit que via le prisme, enfin, en tout cas, beaucoup dans le camping, on a eu l'habitude de voir le prisme, on acquiert un client, il vient consommer et après, ça se finit. Et aujourd'hui, c'est vrai, voir dans toute sa longévité, le parcours client. Exactement, c'est ça. Ouais. Voir le parcours client comme ça, c'est vraiment très intéressant. Donc, c'est sur ça que tu vas pouvoir bien retracer en suivant. Et pour revenir sur le côté cross mode d'hébergement, c'est vrai qu'aujourd'hui, on le voit énormément, les campings ciblent des clientèles hôtelières. Inversement, les personnes qui vont dans les campings vont pouvoir aller dans les hôtels. Moi, je dis souvent, par exemple, je suis vacancier van life, mais j'adore, à un moment, je dormais dans ma voiture parce que j'adorais le côté authentique et un peu roots. Mais par contre, 1 jour sur 3, j'allais dans un bel hôtel. Voilà, c'était mon kiff d'avoir du contraste dans son mode d'hébergement. Et il y a beaucoup de gens aujourd'hui qu'on vient toucher sur les hôteliers, qui vont aller dans les campings parce que les campings montent en gamme. Et en tout cas, aujourd'hui, avoir cette inspiration de l'hôtellerie et écouter ton podcast là-dessus, moi, ça m'inspire beaucoup pour apporter cette expertise dans le camping. Donc, je te laisse un petit peu commencer à dérouler ce parcours client si tu le veux bien. Ok, ça marche. J'ai juste une petite aparté avant pour reprendre exactement sur ce que tu disais, c'est que on a toujours dans ce côté où on dira on n'est pas un hôtel ou on n'est pas un camping, mais le voyageur au centre. Enfin, moi, je te donne mon exemple, ok. Moi, je suis 3 voyageurs en réalité. Je suis Tony Lab qui va faire un voyage pro, et donc dans ce cas-là, je me fiche un petit peu de l'hôtel où je vais séjourner. Ce qui m'intéressait, c'est juste que j'ai une bonne connexion Internet, du Wi-Fi, etc. Et de toute façon, je sais que je pars après le petit déjeuner et je reviens à 23h le soir. Donc là, ça va être un type d'hôtel très corpo. J'ai le voyageur avec mon épouse où là, on va se faire plaisir, on va essayer de prendre vraiment un endroit très sympa, etc. pour vivre un petit week-end romantique sympathique. Et ensuite, j'ai les enfants. Et tu vois, j'ai 2 filles. Ma fille de 15 ans, elle adore faire du camping. Ouais. Tu vois. Et en fait, je ne séjourne pas dans les hôtels ou dans le camping. En fait, en fonction du besoin, je fais des choses différentes. Et donc, en fait, je me retrouve un petit peu partout. Et d'ailleurs, est-ce que dans l'hôtellerie, il y a vraiment la différenciation 5 étoiles? Allez. Mais est-ce qu'il y a aussi la différenciation dans tout ce qui est, par exemple, Ibis, Mercure, enfin tout ce qui est accord hôtel? Est-ce qu'ils ont vraiment intégré le fait que y ait des modes de voyageurs? J'imagine que oui, mais des modes de voyageurs très différents. Donc le B&B, donc eux, ils ont des positionnements comme ça parce que c'est vrai que l'hôtelier, il y a vraiment une grosse clientèle tourisme d'affaires qui là, pour le coup, comme tu dis, on va dans un mode où on veut du professionnalisme, on veut du carré, on veut du standard. C'est pour ça qu'ils sont montés sur le standard. Mais il y a aussi tout ce qui est hôtel de charme où là, on veut de l'authentique, on veut de la convivialité, on veut de l'humain. Est-ce qu'eux, ils ont vraiment réfléchi à ça? Donc, parce que nous, il y a quelques campings qui sont des campings de ville où il y a cette notion vraiment de camping dortoir fonctionnel à côté de la Matmut Atlantique à Bordeaux, où on vient pour aller au match, où on vient pour visiter Bordeaux, donc on va être très nomade. Mais aujourd'hui, est-ce que du coup l'hôtellerie dans son positionnement, au-delà de la partie haut de gamme, bas de gamme, haut de gamme, entrée de gamme, est-ce qu'il y a cette notion-là? Écoute, oui et non. C'est-à-dire que il y a des hôtels qui se créent pour des types de clients. En disant, moi, je suis un hôtel d'affaires, moi, je suis un hôtel de couple, moi, je suis un hôtel de famille, moi, je suis un hôtel pas cher ou peu importe. Donc il y a beaucoup de types d'hôtels différents en fonction du type de client. Moi, ce que je trouve encore dommage et qui doit être amélioré dans l'hôtellerie, c'est en fait avoir un hôtel qui s'adapte en fonction du client. Tu sais, c'est le fameux, on en parle, c'est un grand buzzword en ce moment, l'hyper-personnalisation. Et c'est vrai que l'hyper-personnalisation, en fait, il y a des hôtels qui disent « Ah, mais moi, je peux pas le faire, je suis trop petit, j'ai pas le staff ». Mais en réalité, en fait, quand on a un vrai parcours client qui est bien pensé, qui est cartographié et dont toutes les tâches répétitives et administratives sont automatisées avec des logiciels et des solutions informatiques, en réalité, on peut faire de l'hyper-personnalisation et on peut donner le sentiment à un client que il vient pour du tourisme et en fait, on lui donne une presta tourisme. Il vient pour du corpo, on lui donne une presta corpo. Et tout ça, sans que ça prenne du temps. Pour moi, il y a encore une énorme marche à franchir, et là, je parle dans l'hôtellerie, de ce côté arriver en fait à de plus en plus s'adapter. Tu vois qu'ils le font
dans du 4+ ou du 5 étoiles parce qu'ils ont le staff pour ça. Ouais. Tu vois. Mais en réalité, en fait, aujourd'hui, tu peux le faire avec des solutions informatiques. Il y a tout sur le marché. Oui, et après, en tout cas, où il arriver à personnaliser. Donc là, c'est vraiment un professionnalisme en étant un caméléon du tourisme. C'est en tout cas. Elle est très belle ton expression, un caméléon du tourisme. Ouais, c'est vrai. Mais par contre, il y a des gens qui disent voilà, il faut pas tout cibler. Et d'ailleurs, c'est quand même important et c'est la grande force aujourd'hui du camping parce qu'on peut commencer le parallèle un peu. C'est ce qu'on a fait entre le camping et l'hôtellerie, mais aujourd'hui, le camping, c'est vraiment l'hôtel de charme par définition. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus territorialisé. On vient sur place, on vient dans un environnement paysager. Et en tout cas, le tourisme d'affaires est moins important. Et c'est pour ça d'ailleurs que du coup, c'est moins standard, donc moins OT-habilisable, c'est-à-dire qu'on peut moins standardiser les choses parce que les gens ont besoin de sentir l'écosystème, ils ont l'environnement qu'ils vont découvrir, l'humain qu'il va y avoir, les photos, et c'est pour ça que on est beaucoup plus sur des hôtels de charme dans le camping que on est sur du tourisme d'affaires. Après, il y a des positionnements il y a des positionnements à prendre et c'est pour ça que les gens vont, je pense, et là on va reprendre le parcours client, mais ils vont plus sur un site web individuel dans le camping parce que ils ont besoin de vraiment sentir vraiment tout l'écosystème et on est moins sur de la standardisation. On y arrive avec des chaînes d'hôtels qui vont standardiser, mais même sur Sundaya, par exemple, quand on va pour Ranolien en Côte d'Armor, on va vraiment sur le code de Granit Rose. Donc Côte d'Armor, tu pouvais. Alors là, les Côtes d'Armor, c'est mes premières vacances ado. Sans les parents. Et tu vois, le Ranolien, c'est vraiment, on est sur place, quoi, et de mon enfance, quoi. Enfin, de mon adolescence. Mais c'est vrai que moi, ça me marque parce que c'est des lieux. Et aujourd'hui, dans un hôtel, on est à l'intérieur d'une infrastructure béton, quand même. D'ailleurs, moi, c'est ce qui me fait souffrir un peu quand je vais dans un hôtel, que ça peut être le plus bel hôtel haut de gamme, mais par rapport, moi, j'ai un camping-car, enfin, pas un camping-car, mais un Fiat Ducato, là. Donc, c'est vrai que j'adore être les pieds dans le sable. Et un hôtel, c'est ce qui me peine un peu. Et donc, un hôtel, on est dans une infrastructure qu'on construit beaucoup. Et donc, l'environnement paysager est moins important par rapport, on va dire, au camping qui a un côté très territorial, quoi. Voilà. Tout à fait. Tu veux que je te fasse le petit déroulé du parcours client hôtelier ? Ouais, du coup, voilà. Comme ça, on fait le parallèle. De toute façon, en fait, et ça, cette étape, je pense qu'elle est aussi vraie pour le camping que pour l'hôtel. C'est, en fait, il y a une étape de découverte. La première étape, quand quelqu'un veut voyager, alors on va dire que tu as une étape encore antérieure, mais où je rentre pas dedans, c'est quand tu ne sais même pas où tu veux voyager. Je pars du principe que le voyageur a déjà fait ses petites recherches, il a une idée de la région. Mais une fois qu'il a décidé de la région, et que ce soit pour une raison touristique ou professionnelle, peu importe, mais il a un endroit où il a besoin d'aller, il va commencer en fait à faire une recherche de différents établissements qui pourraient correspondre à ces critères. Et donc là, il va aller, alors dans l'hôtellerie, il va aller beaucoup sur des sites comme Booking, Expedia, TripAdvisor. C'est la sainte trinité de la visibilité. Ouais, c'est la grande sainte trinité de la visibilité. Qu'on les aime, Hotel.com. Un peu, mais voilà. Non, c'est Booking, Expedia, TripAdvisor, et après t'en as d'autres qui gravitent. Tu vas voir Hotel.com, tu vas voir Agoda, tu vas avoir des choses comme tu vas Hotel Tonight. Enfin, t'as différentes choses, mais la Sainte Trinité, c'est celle-là. Si t'es là, t'es à peu près, tu vas capter 95% des gens. Okay. Et en fait, là, les internautes vont commencer à chercher. Donc, dans la région où ils ont envie de voyager, ils vont chercher un établissement qui va correspondre un petit peu plus précisément à la situation géographique. Donc, en ville, ça peut être proche d'un rendez-vous. En vacances, ça peut être proche de la mer. C'est un truc tout bête. Une offre de service. Donc là, au niveau de l'offre de service, on va vraiment avoir, ça va être les chambres, prestations annexes, etc. Donc, qu'est-ce qu'il a envie de vivre comme expérience? Et après, tu vas avoir une offre tarifaire. Est-ce que ça rentre dans son budget? Une fois qu'il a fait cette sélection-là, dans l'hôtellerie, et c'est là où peut-être on commence à avoir un point qui diffère aussi énormément sur le camping. Dans l'hôtellerie, on peut avoir entre 5 à 20 hôtels qui vont être sélectionnés comme ça. Parce que tu as beaucoup d'offres en France. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que quand il va sélectionner tout ça, il va après aller sur Google et il va commencer à chercher, donc à copier-coller le nom de l'hôtel et à essayer de trouver son site web pour trouver plus d'informations. Et en fait, ils ont besoin systématiquement quand même d'aller sur le site web. Plus d'un sur deux. Mais, et c'est ça qui est très intéressant. Donc, si tu veux, c'est que quand ils vont sur le site web, ils n'y vont pas dans l'intention d'acheter. Et c'est là la grande différence. Et en fait, tu regardes les pages les plus visitées, les 3 pages les plus visitées sur un site web. T'as la page d'accueil, évidemment. Et ensuite, t'as la page galerie et la page chambre. D'accord. Tu n'as pas la page tarif. Ouais. Parce que, et ça, on en parlera après dans les erreurs de l'hôtellerie, justement. Aujourd'hui, on est arrivé à un stade où les gens pensent naturellement que oui, de toute façon, Booking, c'est moins cher. Et donc, en fait, quand ils vont sur le site, ils n'y vont pas pour réserver. Ils y vont pour consulter plus de photos. Enfin,
C'est le premier truc, tu vois. Quand tu t'apprêtes à dépenser 1500, 2000, 3000 euros, tu vois, ça peut être des belles sommes. T'as envie d'en savoir un petit peu plus, tu vois. Enfin, là, tu vois, moi, j'ai dû me racheter, alors, pas ce casque-là, mais j'avais un très bon casque pour mon téléphone. Tu vois, j'ai regardé tous les sites. Enfin, tu vois, j'ai fait mon petit shopping, quoi. Ouais. Donc, en fait, ils passent un moment sur le site web. Donc tu dis galerie photo, ça c'est intéressant. Donc ils veulent être boulimiques de photos, pas ça. de texte, pas au niveau éditorial. Donc ils lisent pas les contenus, ils veulent voir les photos. Il y en a pas assez, tu trouves, dans le Booking, parce qu'aujourd'hui c'est des grosses galeries bien exhaustives sur Booking, mais peut-être pas assez. Elle est pas classée. Elle est pas classée. Et t'as toujours le truc de, tu pourrais peut-être avoir un peu plus d'informations et un peu plus de photos. C'est vraiment le côté rassurant de la chose. Tu vas sur le site, tu regardes comment est le site, etc. C'est juste, c'est un moyen de se rassurer. Attention, par contre, tu vas avoir aussi le businessman de l'autre côté qui a pas le temps, il a besoin de réserver quelque chose, il va juste aller sur Booking, il va regarder les notes. Ah oui, pardon, surtout si c'est des standards, quoi. Si voilà, c'est des standards. Ibis, etc. Et oui, j'ai oublié tout à l'heure, quand je te disais, il cherche un emplacement, un prix et un service, tu as aussi la note. Bien évidemment, la note, c'est que il va chercher aussi des bons commentaires clients. Et donc, en fait, il va passer sur le site web et là, tu as toute une façon de faire pour essayer de le garder sur ton site web. Le but, ça va être de finaliser ta réservation. L'idéal, c'est qu'il réserve sur ton site web. Au pire des cas, il va réserver ton hôtel sur un OTA. Mais bon, au moins, il va quand même réserver. Une fois que tu as réussi à obtenir la réservation, tu as toute une nouvelle phase du parcours client qui est très souvent pas gérée. C'est la phase entre l'achat et l'arrivée. Et cette phase-là, elle existe dans les deux domaines. Tu vois. Et cette phase-là, elle est très souvent vide. À part un truc en disant arriver à telle heure, c'est le check-in, t'as pas grand-chose. Tu vois, si je te prends ce qu'on faisait justement avec Pierre, donc de Avec Tapi, on avait mis en place tout un système où on pouvait contacter les clients avant qu'ils arrivent pour leur dire voilà, pourquoi est-ce que vous venez? Parlez-nous un petit peu de vous. Et en fonction de ce qu'ils allaient nous dire, on allait leur présenter différentes choses. Du tir à l'arc s'ils viennent en famille, une belle balade s'ils viennent juste en couple, etc. Et donc, en fait, on rentrait informatiquement dans cette hyper personnalisation et en plus, on vendait des services supplémentaires. Ce qui n'est pas négligeable. Là, il y a un podcast où tu mentionnes le fait que justement, on laisse ça à Booking. C'est-à-dire que eux, ils le font, ça. Et aujourd'hui, ne pas se présenter, c'est comme, il arrive à l'accueil et en fait, il y a un code automatique pour prendre la clé et monter à l'étage. Et aujourd'hui, c'est complètement laisser le champ libre. Et là, ça va revenir, je pense que, à la limite, je te laisse finir et après, on va réévoquer. Comme ça, on dira justement les erreurs après, parce qu'il y a plein d'erreurs, justement, que tu vas pouvoir évoquer. Donc, on le rangera dans la case erreur qui est justement, on laisse Booking et tout son professionnalisme et tout son web marketing complet et qui maîtrise parfaitement le parcours client, le champ libre, et c'est pour ça que les gens et les consommateurs aujourd'hui vont via des plateformes comme ça, parce que c'est plus pro, ne serait-ce qu'un site web. Donc je te laisse continuer, on va dérouler complètement le parcours. Ok. Donc effectivement, mais t'as parfaitement raison sur le fait que si tu le fais pas, quelqu'un d'autre le fait à ta place. Et en réalité, c'est pas que de l'expérience client, c'est de la fidélisation aussi. Faut savoir que quand tu regardes, tu sais, le fameux effet wow, c'est le truc que tu ne t'y attendais pas. Et en fait, pour moi, la meilleure façon de regarder l'effet wow, c'est de quoi la personne va parler quand elle va écrire un commentaire sur Internet. Parce qu'en fait, elle va pas forcément parler de l'expérience globale, elle va parler de ce qui lui a fait wow. Et en fait, quand tu regardes sur les 10 meilleurs hôtels du monde, 57% des commentaires parlent du côté humain du staff. Et donc, c'est ça l'effet wow. En réalité, tu vois, c'est ton employé qui peut le donner, c'est ton staff, c'est ton collaborateur. Tu vois. Et en fait, quand tu envoies un mail, si tu le fais intelligemment, tu vois, si je reprends l'exemple d'Eldapi, on va en parler beaucoup, mais j'aime bien Pierre. Super pro, super pro voilà, web marketing. On l'envoyait en son nom. Bonjour, je suis Pierre, c'est mon camping. Et vous allez arriver chez moi, je voudrais m'assurer que ça se passe bien. Et en fait, informatiquement, on est en train de faire de l'humain. Donc voilà, bref. Alors, je continue le dérouler. Ensuite, tu as toute l'étape d'arrivée. Alors, l'étape d'arrivée, elle est très particulière parce qu'elle est administrative, donc elle est par définition rébarbative. Ok, c'est un truc lourd, c'est des papiers à faire, faut attendre, etc. Sauf qu'en fait, l'étape d'arrivée, et là, je switch un peu je reviens sur le côté purement marketeur. C'est qu'en fait, l'étape d'arrivée, c'est l'étape la plus clé au monde parce que c'est l'étape où vous pouvez totalement récupérer 100% des coordonnées de vos clients. Ce qui va être clé sur les étapes d'après. Une fois qu'il est arrivé, on a toute l'étape, donc, pendant le séjour. Donc là, c'est ce qu'il va vivre pendant le séjour. Et très souvent ici, et là, je le vois et chez les hôtels et chez les campings, on oublie qu'en fait, il y a deux séjours. Il y a le séjour physique et il y a le séjour numérique. C'est pas la même chose. C'est pas parce que tu as un hôtel extraordinaire que tu vas avoir un parcours client numérique parfait. Tu vois, aujourd'hui, on s'attend à avoir une certaine facilité de service quand on a besoin de certaines choses. C'est horrible de décrocher ton téléphone et de faire le neuf pour parler à la réception. Plus personne ne fait ça. Tout le monde est sur son smartphone. Tu as envie d'avoir un truc où tu peux chatter avec la réception. C'est un détail. Tu vois. Mais c'est important. Après, le client part de l'hôtel. On a encore une fois une toute petite étape ici, mais qui est très souvent, on se dit, ah oui, c'est un petit truc. Alors qu'en fait, c'est une étape majeure. Ça va être d'inciter le client à partager un avis positif sur le web. Faut savoir que 35% de tes clients fâchés vont aller commenter sur toi. Peu importe ce que tu fais.
Enfin, s'ils sont fâchés, t'en as 1 sur 3 qui va aller mettre un commentaire négatif et dire ah, Michael Panier. D'accord. Ok. Alors combien de contents? Voilà. Mais alors, et attention, le chiffre des contents, il fait très mal. C'est-à-dire que quand tu arrives à récupérer 100% des adresses mail de tes clients, que tu leur envoies tous un email pour publier un avis sur TripAdvisor ou Booking ou whatever, tu n'auras qu'au maximum que 8% d'avis publiés. D'accord, ok. Donc en fait, si tu fais pas ça, tu n'auras pas d'avis positif, tu n'auras que des avis négatifs et après on va rentrer. Là, c'est 8% en demandant l'avis. En demandant à 100% de tes clients, tu en auras 8% si tu qui ne vont demandes pas, il y en a combien de positifs de gens contents? C'est tellement faible qu'on n'a même pas les chiffres. On est en dessous du 1%. Donc finalement, c'est un client satisfait. Si on est en dessous du 1%, c'est même pas du 1 pour 10. C'est-à-dire, on dit souvent un client insatisfait vaut 10 clients satisfaits. Aujourd'hui, c'est même un client satisfait vaut 30 clients satisfaits. Parce que si on est sur du 1% vs du 35%, c'est un peu du ratio comme ça. Donc, en tout cas, si on lui demande pas, quoi. Donc, du coup, si on lui demande, si un client satisfait pour 3, même pas pour 4 clients satisfaits, un client satisfait va mettre des avis. Donc, aujourd'hui, en actionnant ça et en leur demandant, numériquement, du coup. Numériquement, toujours. Numériquement. De demander à la réception, malheureusement, les gens disent, ah ouais, mais après, tu sais, t'as tes bagages qui arrivent, ta fille, tu dis, mais elle est où, machin, chérie, t'as pris le machin. Et après, t'es parti sur autre chose. Ensuite, t'as de la route, ou t'as du train, ou t'as de l'avion, ou peu importe. Mais tu vois, en fait, je reviens sur les chiffres que je te donnais. C'est une discussion que j'ai une fois avec un hôtelier qui était très rigolote. Il me dit, oui, mais enfin bon, j'ai pas beaucoup de clients satisfaits. Et donc, je lui donnais à peu près les mêmes chiffres. Je lui dis, oui, mais attendez, regardez. En réalité, il vous faut 100, si vous ne demandez pas à vos clients de publier un avis, ok? Il vous faut à peu près 100 clients très contents pour avoir un avis positif. Et donc, il vous faut 3 clients mécontents pour avoir un avis négatif. Donc, en fait, si tu fais les ratios, si ton niveau de satisfaction client est de 97%, ce qui est quand même excellent, tu auras autant d'avis positifs que négatifs. Sur les 97 clients, on va dire que tu en as un qui publie, et sur les 3, tu en as un qui publie. Et alors, c'est vraiment important. Dans la mesure où tu as un service sans effet wow, c'est-à-dire content. Parce qu'après, il y a quand même le côté, tu es dans le Net Promoter Score, donc le NPS, tu as les clients, donc pour combien sur une note de 0 à 10, quelle est la probabilité que vous nous recommandiez ou que vous nous laissiez un autre avis à quelqu'un d'autre? C'est à peu près la même question. Si les gens sont entre 8 à 10, là, là c'est vraiment les promoteurs. C'est ceux qui vont faire la promotion, qui vont laisser soit un avis positif, soit parler de nous à un autre client. Nous, on sonde ça auprès de Geektonic et on dit qu'ils sont des trackers en dessous de 5. Ça veut dire en dessous de 6. Entre 6 et 8, c'est normal. Ouais. Et donc, par contre, là, aujourd'hui, ça va être l'effet, si on a pas mal entre 8 à 10, donc des promoteurs, là, par contre, il y a beaucoup plus de chances d'avoir des avis. Et là, je pense que c'est là où tu nous parlais de l'effet wow, c'est-à-dire comment créer une relation exceptionnelle et différente qui vraiment est au-delà de leurs attentes pour que justement il y ait plus de satisfaction et d'avis positifs. En fait, tu as les avis positifs. Un client, donc quand tu parles du NPS, qui est très intéressant, tu as le promoteur, il va en parler positivement auprès de ses amis. Il n'aura pas forcément le réflexe bien sûr, d'aller commenter sur le web et encore moins malheureusement sur TripAdvisor parce que Booking et Expedia, en fait, c'est pas des bonnes stats puisque eux le font systématiquement. Ils demandent à tes clients de partager un avis. Et tu vois, attends, je suis en train de te trouver quelque chose. Je prends le premier hôtel sur New York, le Moto by Hilton, ok, un monstre. Il n'a que 900 avis sur TripAdvisor. C'est ridicule par rapport à la taille de l'établissement, tu vois. Et tu prends le deuxième, il en a 775, pardon. Mais parce que effectivement, les gens, ils n'ont pas cette tendance naturelle, étaient obligés de gentiment les pousser à le faire parce que voilà, même s'ils sont hyper contents, ils vont parler de toi positivement à tout le monde. Mais regarde, je te donne un exemple. Toi, tu vas au cinéma, j'imagine, il y a plein de films que tu as vus, que tu as adoré. C'est quoi le dernier film que tu as adoré? Dis-moi Avatar 2, s'il te plaît. Avatar 2 parce que c'est le seul que j'ai vu au cinéma récemment, alors. Ok, bon, ça va. Sinon, on était mais ça m'a pas, mais je suis pas promoteur non plus parce que j'en avais pour mon argent vu que c'était tellement blockbuster et tout ça. Donc, après, tu me poses, je suis pas très Non, mais je te taquine. Non, mais je te taquine. Non, mais tu vois, si tu prends le dernier film que tu as vu, que tu as vraiment adoré, t'en as probablement parlé à tous tes amis. En fait, il faut savoir qu'un client très content va parler à 11 personnes en moyenne de quelque chose qu'il a vraiment aimé. Et ça veut pas dire qu'il va aller écrire un commentaire sur le web. Donc là, faut le faciliter. Et donc, c'est vrai qu'en général, on dit les gens insatisfaits, en tout cas 1 sur 3.
disent qu'ils sont insatisfaits, alors que les gens satisfaits, ils n'ont pas l'automatisme, sauf si on leur facilite. Et là, on peut rentrer dans du 8, voir si on a un bon NPS. Là, être peut-être plus. Récemment, on avait 5 avis My Business sur notre fiche, tu vois. Et bon, ça fait Geektonic à 2 ans et demi, mais on a envoyé un mail à 100 de nos clients. On a eu un taux de réponse de 40%. Et tu regarderas nos avis sur My Business. C'est que c'est assez dithyrambique. Bon, parce que nous, on a cette culture d'essayer de délivrer plus, de surdélivrer. Et ça, c'est une notion où surdélivrer, pourquoi les gens, ils upgrade les gens en les mettant sur une chambre supérieure, etc. C'est pour surdélivrer. Et donc, du coup, créer la sursatisfaction. Et c'est là où on crée vraiment, on paye un prix, surtout quand aujourd'hui on fait du revenu management. Normalement, on paye au prix d'attendu. Donc, on peut avoir une prestation exceptionnelle, mais s'il y a le prix qui est aussi exceptionnel, en général, on est satisfait, mais par rapport à ce qu'on a payé, quoi. Par contre, si aujourd'hui on a un truc en plus, donc comme tu dis, une relation, un petit message à l'arrivée, une personnalisation. Donc, c'est pour ça que vous rentrez dans la personnalisation de la relation client ou une upgrade par rapport à ce qu'on avait payé. Là, ça crée de la sursatisfaction, quoi. Exactement. Tu vois, sur la sursatisfaction, c'est vraiment, tu pourrais presque faire une règle de 3 avec promesse et délivrabilité. Si tu donnes ce que tu as promis, tu auras de la satisfaction. Si tu donnes plus que ce que tu as promis, tu auras de la sursatisfaction. Et des fois, c'est une bêtise. Des fois, il faut pas grand chose. Il y en a qui se disent, ah ouais, mais c'est pas possible. J'ai une histoire d'un hôtel dont un ami à moi s'occupait. Et en fait, quand tu avais des familles, ils mettaient un petit carnet un carnet avec des crayons de couleur. Ils en avaient tout un stock. Et avec un petit mot en disant, voilà, donnez ça à vos enfants pour qu'ils dessinent pendant que vous rangez les valises. Ça coûte rien. À mettre en place, ça coûte rien. Et c'est hyper simple. Sursatisfaction. Et personnalisation parce qu'on a, enfin, en amont, tu sais que c'est une famille et d'accord. C'est pas grand chose. Pour revenir au parcours client, donc après cette partie de réputation, tu as cette dernière partie qui là est extrêmement négligée alors qu'en fait c'est la partie la plus importante pour gérer les bénéfices. Et là, je parle peu importe le type d'établissement, c'est la fameuse fidélisation. C'est avoir un vrai programme de fidélité et surtout avoir en fait un vrai programme de suivi client, tu vois, pour ne pas perdre le contact. Parce que le client qui est venu chez toi il y a 1 an, tu vois, il va peut-être revenir dans la même région. Et ben, il faut, en fait, au moment où il a envie de revenir dans la même région, il faut qu'il vienne chez toi et pas chez un de tes concurrents. En fait, quand tu sais que le coût d'acquisition client moyen, toute industrie confondue, c'est 25% et le coût de fidélisation, c'est 5%. Donc, en gros, tu pourrais dire que si tu fais 1 million de chiffre d'affaires, tu as 250 000 euros. En fait, ce sont des frais d'acquisition client, tu vois. Et sur ce même million de chiffre d'affaires, si en fait tous tes clients étaient fidélisés, tu ferais 200 000 euros de bénéfices en plus. Tu vois. Et ce qui va aussi un peu avec la sursatisfaction dans le sens où après, quand même le fait que les gens soient satisfaits, ils sont plus facilement réactivables d'une année sur l'autre. Donc c'est aussi là où voilà. Si tu veux, écoute mon podcast, donc tu as déjà eu cette analogie, mais je la fais pour tes auditeurs. Le marketing, et particulièrement dans le tourisme, et là encore une fois, je fais la même chose entre camping, hôtellerie, etc. C'est en fait, ce sont des engrenages. Et tous ces engrenages, en fait, ne font que s'emboîter les uns dans les autres, clac, 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 clac. Et si tout se passe bien, ça fonctionne. Cet engrenage forme en fait une grande roue. Et donc, effectivement, parce que tu vas avoir une bonne réputation, tu vas monter sur toutes les plateformes en ligne et donc tu vas avoir plus de visibilité, plus de gens vont te découvrir, ils vont aller sur ton site web, tu vas les convertir. Tu vas en fait leur offrir une expérience client extraordinaire avant, pendant et après le séjour. Ils vont se dire, waouh, c'est génial. Ils vont te mettre un avis positif et ça va monter. Et pendant que tout ça, ça monte, tu vas continuer à fidéliser tes clients, fidéliser tes clients, fidéliser tes clients. Et bien évidemment, ce serait un mensonge éhonté de dire que 100% des clients sont fidélisables. C'est pas vrai. Mais si tu arrives à fidéliser 1 à 2% de tes clients, peut-être, allez, 3-4% chaque année, année après année, en fait, tu es en train de construire quelque chose. Et dans 10 ans, ça, c'est et encore, c'est dans l'hôtellerie où ils sont peut-être plus volatiles. Aujourd'hui, dans le camping, je pense, alors ça, d'ailleurs, j'en ai parlé avec une cliente récemment qui a un camping au Pays Basque qui me disait que voilà, c'était peut-être 10%. Pourtant, je pensais que c'était beaucoup plus important parce que elle a une très bonne satisfaction client. Mais quand même, les campings, il y a une notion, vu qu'il n'y a pas déjà le professionnel qui est très nomade et en plus, un sentiment d'appartenance important à un camping, plus le côté, en fait, et on parlait de l'humain tout à l'heure, j'ai pas rebondi, mais ça me démangeait sur le fait qu'aujourd'hui, tu disais que aujourd'hui, ce qui ressortait à 55%, je crois, dans les top 10 des hôtels mondiaux, c'était l'humain. Aujourd'hui, dans le camping, c'est la plus grande force des campings indépendants. Nous, en fait, ça fait 10 ans que je suis dans l'hôtellerie, on a bien flippé quand justement les groupes sont arrivés. On se dit, ça se concentre, c'est fini. Si on n'a pas un parc aquatique avec 2-3 loopings, on peut plus être un professionnel du tourisme. Aujourd'hui, enfin, en tout cas, ça a plus marché. On n'aura plus de vacanciers dans les petits terrains de camping. Or, aujourd'hui, les
groupes forcément parce que dans l'hôtellerie, il y a une annualisation qui fait que même si c'est dur de recruter aujourd'hui, dans l'hôtellerie quand même, vous arrivez à avoir des CDI, donc des professionnels. Dans le camping, c'est plus compliqué. Les gens, ils sont là sur 2 mois, ils sont là, des jeunes pour faire la fête, etc. Ouais, alors là, je suis désolé, c'est loin d'être compliqué. vrai. Le plus gros problème de l'hôtellerie en ce moment, et particulièrement post-Covid, c'est RH. Bien sûr. Parce que tout le monde veut faire du home office, ils veulent plus du tout. Et n'oublie pas que tu as quand même une grande partie de l'hôtellerie française qui est une hôtellerie saisonnière. Oui, bien sûr. Non, mais il y a le même problème. Mais je prends l'analogie avec le Club Med, mais il y a un reportage il y a 3 jours dessus où ils disent qu'aussi ils ont du mal. Bon, après, est-ce qu'il y a les moyens qui sont mis en face parler des salaires qui sont quand même très faibles et sur lesquels il faut avoir une asservitude matin, midi et soir pour un salaire qui est quand même très modique. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais en tout cas, aujourd'hui, dans le camping, c'est que saisonnier. Forcément, on a des gens qui sont des saisonniers et qui sont pas forcément des professionnels à l'année du tourisme. Même si aujourd'hui, en plus du home office, c'est à contre-courant parce que nous, l'été, on bosse pas. Donc les gens prennent leur congé sur juillet-août, on a la semaine de 4 jours, 6 mois de l'année, le moment où il fait beau, alors que dans une hôtellerie, dans un hôtel, il faut bosser au moment où il y a les jours fériés, etc. C'est une drôle de vie. La vie d'hôtelier, c'est une vie, il faut être passionné. Faut être passionné par la relation humaine, faut être passionné par l'accueil, passionné par le tourisme. Et donc, du coup, les gestionnaires de petits établissements, ils ont cette énorme force de faire de l'humain, et en fait, les gens, quand ils vont dans un camping, un petit camping, bon, déjà, il y a le côté disponibilité, parce que souvent, les gros sont quand même plus complets avant, mais pas forcément, parce que nous, on voit tous nos clients, ceux qui cartonnent, c'est ceux qui ont ça dans les tripes, qui ont peut-être trop bossé dans des bureaux assis, et en fait, les gens, ils ont l'impression de venir chez ce couple-là en vacances, et tu viens plutôt chez les gens que et ça, ce côté, je te regarde dans les yeux, je te donne les bons plans, je viens avec toi boire un coup le soir, ou en tout cas je me présente avec le pot d'accueil, etc. Ça change tout. J'ai une histoire qui est extraordinaire d'un de mes meilleurs amis, qui s'appelle Sébastien. C'est important qu'il s'appelle Sébastien. Il faut savoir que Seb, c'est l'ultra maniaque de tout. Tu sais, tout est carré. On se moque toujours de lui parce qu'il a 3 chemises bleues, 3 chemises blanches, 3 chemises grises. Dans son pot à stylo, il a les stylobies d'un côté, les crayons à papier de l'autre. Enfin, et donc, on le taquine. C'est un ami d'enfance. Mais donc, pareil, quand il voyage dans du carré. Donc, c'est-à-dire qu'il voyage dans Accor, chez Accor, toujours le même style d'hôtel. Voilà, il n'est pas là pour faire la découverte. Et donc, il habite en province, il travaille sur Paris, il monte 2 jours par semaine ou 2-3 jours par semaine sur Paris. Et il se trouve que il est toujours dans son hôtel, c'est toujours le même, etc. Et un jour, l'hôtel a plus de dispo. Et donc, il est obligé de prendre un petit hôtel indépendant, pas très loin derrière. Et donc, l'hôtel a plus de dispo parce qu'il y a tout un truc sur un mois. Donc, il est obligé de prendre 2-3 semaines comme ça. Il y va, ça se passe super bien, les gens l'accueillent, c'est très sympa, etc. La semaine d'après, quand il revient, le réceptionniste lui dit « Hey, bonjour Sébastien ». Et là, il s'est dit « Ah waouh, je suis venu une fois la semaine dernière, il se souvient de mon prénom. » Et il a vu que j'étais sympa, et donc le réceptionniste le tutoie parce qu'ils avaient fait une petite relation sympathique. Et donc depuis, et je te parle de cette histoire, elle a 4 ou 5 ans. Ça fait 4 ou 5 ans qu'il est dans cet hôtel toutes les semaines. Voilà. Oui, parce que la personnalisation, l'humain, et ça d'ailleurs, les grosses chaînes comme Accor, ils doivent avoir je me rappelle, il y a 10 ans, je faisais des photos pour Chris, ses opticiens, et j'allais donc pour les séminaires, et du coup, il payait quelqu'un 5 000 € l'heure pour venir expliquer qu'il fallait ramener la personne à la porte d'entrée, donner la poche à 2 mains, et avoir regardé sur le CRM en amont le nom de la personne et le regarder dans les yeux et il expliquait ça, ce qui peut paraître logique quand t'as ça dans les tripes et que tu veux, en fait, t'es là pour faire de l'humain, que tu gères ça, ton camping avec toute la passion que les néo-gestionnaires de camping ou même les familles, parce que justement ce camping au Pays Basque, en fait, c'est culture familiale de l'accueil des vacanciers et de la convivialité sur place. Chose que des fois, justement, les grosses structures intermédiaires qui se professionnalisent. Et donc, j'imagine par contre par le haut, le Club Med, c'est le cas. Le Club Med, ils connaissent les prénoms, c'est les physionomistes, etc. Voilà. Oui, mais ça change tout. Ça change tout. Bon là, j'ai donné un petit détail qui est quand même pas très compliqué à mettre en place, mais c'est l'humain. C'est l'humain. Et effectivement, après, tu disais, regardez sur ton CRM le nom du client, etc. En fait, l'humain accompagné de l'informatique va pouvoir faire beaucoup plus. Tu vois. Et t'as beaucoup de gens qui sont en mode, l'informatique, faut pas que ça remplace l'humain. Mais on est à des milliards d'années de lumière. Même là, avec la révolution qu'on a de ChatGPT, qui est quand même la révolution extraordinaire, je me suis donné un challenge, ok? Bon, tu sais que ça fait des années que je fais des podcasts, ça fait des années que j'écris sur le web. L'autre fois, je me suis amusé, j'ai regardé, j'ai fait l'équivalent de 3 romans tout entiers que j'ai écrits, de juste articles et des choses comme ça.
Excellent. Ouais, il y en a eu 2-3. Et donc, je me suis donné un challenge. OK, je veux que ChatGPT écrive un article que j'aurais pu écrire. Ouais. OK. Et donc, il a fallu que je l'éduque, que je lui dise non, corrige ça, corrige ce truc, fais ce truc-là, non, regarde ce style-là, blablabla. Non, ça c'est trop général, etc. 30 heures. Ça m'a pris 30 heures d'aller-retour avec ChatGPT pour arriver à obtenir un résultat que je considérais pas mauvais, mauvais. Tu vois. Et donc, on est tellement loin du moment où les ordinateurs vont nous remplacer les humains. Tu vois. Par contre, tu vois, des choses que je fais aujourd'hui, c'est que quand j'écris un podcast, le truc que j'ai horreur de faire, moi, c'est d'écrire le descriptif du podcast, le truc que tu vas copier-coller dans Spotify. Ça me saule. Par contre, j'envoie mon podcast à ChatGPT et je lui dis, fais-moi un résumé du podcast. Oui, c'est un moyen au service de l'humain, de la personnalisation et de la convivialité. Mais c'est, voilà, avec un petit groupe qui ont dit camping, qui me disait que la première limite des groupes, c'est l'humain. Et ça va être ce qui fait justement l'opportunité de structures et de petites structures aujourd'hui, c'est en effet d'arriver à être personnalisé. Mais aujourd'hui, tu vois, tous ces outils. En tout cas, voilà, pour finir sur le parcours client, donc du coup, tu as le côté... Oui, parce que là, on est parti. Ouais. on a divergé. Les clients partent de leur séjour. Tu essayes de les upseller, donc de les fidéliser. Quels outils tu as pour ça? Franchement, le plus simple de tous reste le mailing. Le mailing intelligent, pas le mailing de bonjour, c'est pas cher. Non, ça, c'est nul. On fait pas ça. OK? Ça, c'est vraiment... Non, le mailing intelligent. Si vous êtes bien informatisé, vous avez un vrai parcours client numérique, ça, c'est l'exemple que je donne tout le temps qui est le plus simple à mettre en place. Le moment où le client arrive chez vous, il va remplir un formulaire d'arrivée. Si vous avez digitalisé ce formulaire-là, il va vous donner son nom, son prénom, son email, son numéro de téléphone, très probablement sa date de naissance. Une fois que vous avez la date de naissance, si vous avez bien informatisé, 1 an plus tard, vous allez lui envoyer un mail pour son anniversaire. Et c'est là où vous allez être créatif et un peu plus intelligent que la moyenne. C'est que le jour de son anniversaire, quand on ouvre sa boîte mail, on a 450 mails. OK? De votre anniversaire. Mais en tant qu'établissement de voyage, vous pouvez l'envoyer 1-2 mois avant en disant c'est bientôt votre anniversaire. Pourquoi ne pas venir le fêter dans notre région? Et là, ça devient intelligent. Et en fait, quand vous avez mis en place des vrais processus comme ça, vous savez, rien à faire, ça se fait automatiquement. Là, j'ai donné un exemple bête, l'anniversaire, mais tu as aussi la date de résa. Le client a réservé le 12 mai parce qu'il est arrivé en juillet, et le 12 mai de l'année suivante, l'année dernière, vous aviez réservé pour venir. Est-ce que vous comptez revenir cette année dans la même région? Si oui, sachez qu'on fait une offre spéciale pour nos clients. C'est là où c'est intéressant les outils numériques. Et on a parlé tout à l'heure des robots comme l'IA, mais aujourd'hui, en tout cas, automatiser. Par exemple, je dis souvent aux personnes, vous avez l'habitude de faire le pot d'accueil. Pourquoi vous faites pas de personal branding sur votre site internet? On a parlé de l'humain, etc. Aujourd'hui, et les gens, c'est quand même ahurissant. Ils me disent non, mais moi je veux pas me montrer. Du coup, les gens, ils arrivent à l'accueil. Tu vas à l'autre bout du camping, tu lui dis pas bonjour. Je dis tu fais le pot d'accueil le dimanche. C'est quelque chose qu'il y a 10 ans, on a dit il faut faire un pot d'accueil le dimanche. Bon, ok, ça c'est comme un autre élément de personal branding. Hein, c'en est un comme un autre. Mais aujourd'hui, tout le monde le fait, même le plus timide des gestionnaires de camping. Aujourd'hui, en tout cas, faire de l'humain sur le numérique, tu fais une vidéo comme nous, là, on fait une vidéo, on l'enregistre une fois, on aurait pu avoir cette discussion, et je dis, il y a Tony qui m'a dit que j'aille crier à tous mes clients, que, il y avait, tous les chiffres que tu m'as donnés, tout ça, on l'enregistre une fois, et on peut le distribuer. On enregistre les vidéos et les astuces, et comme tu fais avec les articles de blog, c'est, en tout cas, aujourd'hui, que ce soit de l'enregistrement de vidéos pour faire du personal branding sur son site internet, et je l'encourage vraiment à le faire, et j'ai trop peu de clients, tout le monde me dit c'est trop bien, mais très peu de personnes le font, on le fait une fois, et après c'est automatisé. On paramètre son mailing, donc là nous sur sa séquence de mail justement pour le jour de l'anniversaire, pour souhaiter la Saint-Valentin, pour souhaiter l'ouverture du camping, le early booking, l'été indien là en ce moment. Et c'est des outils numériques pour enlever la charge mentale du gestionnaire de camping qui est énorme, sur lequel il y a X métiers, et pour aujourd'hui que ce soit automatisé. Et surtout, ne pas laisser faire les choux gras sur les OTA, et on va y venir. Tu m'avais demandé aussi, si c'était à refaire il y a 10 ans, quelles sont les erreurs qui étaient commises? Tu veux qu'on aborde ça? Ouais, parce que du coup, là aujourd'hui, on a parlé du scénario idéal. Donc juste pour reparler de la partie durée de vie, et là tu disais que c'était et c'est vrai que dans l'hôtellerie, la durée de vie et donc la fidélisation, réacheter, c'est quelque chose qui est assez peu utilisé, et c'est ce qu'on appelle la lifetime value. Ça, la lifetime value, c'est un truc qui est très important, qui en fait aujourd'hui
combien de temps est-ce qu'un client, et ça les assureurs, hein, c'est les boîtes les plus rentables, les assureurs, les banques, c'est que la durée de vie d'un client, c'est presque une vie. Hein. En tout cas, ils ont un taux de fidélisation qui est énorme. C'est exactement une vie. J'ai eu une histoire d'un hôtel qui est triste à en mourir. L'hôtel faisait jamais plus de 50-60% de taux d'occupation. Et en fait, c'était que de la clientèle habituée datant d'une autre génération. Et à un moment, l'hôtel a commencé à avoir des problèmes. Et donc, il me contacte pour que je l'aide à recommercialiser son produit. Et je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et il me dit, mes clients sont en train de mourir. Ouais, d'accord. Ah ouais. Et donc, il m'explique qu'effectivement, en fait, il a jamais commercialisé son hôtel. Il a toujours travaillé avec de la clientèle fidèle. Alors, il avait du passage. Il y a le fameux walk-in qui passe devant, qui est en hôtel, mais c'est de moins en moins. Et donc, en fait, sa clientèle, ça y est, elle commence à arriver en fin de vie. Et elle voyageait plus, ou alors, et au bout d'un moment, c'est la fin du jeu. Et donc, il était dans un vrai problème. Mais donc, le lifetime value, finalement, si tu payes 25%, donc t'as une prestation à 100 €, tu payes 25 € pour l'acquérir. Si finalement ils viennent 2 fois, du coup, t'as 25 € sur 200 €. Donc, le coût d'acquisition n'est plus de 25%, mais il est de 12,5%. S'il vient 4 fois, t'es à 5%. Donc, aujourd'hui, c'est vrai que c'est vraiment hyper important de fidéliser via, on a dit, le produit qui est bon, la sûreté de livrabilité, mais finalement on peut payer quelque chose qui va coûter 2 €. Tu parlais des carnets pour les enfants, parce que finalement si on sait que grâce à ça la personne revient, qu'est-ce que c'est 2 € par rapport à 25 € si ça va nous coûter de faire venir quelqu'un. Et c'est vrai que ça aujourd'hui, avoir fidélisé son portefeuille via des outils marketing, via un produit qui va être meilleur, un peu d'investissement, un peu de temps passé, c'est vrai qu'aujourd'hui c'est hyper important. Donc du coup, les outils, on pourra peut-être faire une petite checklist après des choses à pas louper dans tout son parcours client. Peut-être que rapidement on va évoquer ça. Donc du coup, au départ, t'acquiers les clients. Donc on a dit, t'as fait le triptyque, pahotel.com, TripAdvisor, Booking, Expedia. Et alors, je fais une aparté là-dessus parce que ça, c'est un sujet vraiment important. Je sens la question. Vas-y, dis-moi, pose-moi ta question. Je vois alors, moi, je me balade et j'ai questionné les gens autour de moi. Google, local. Je savais. C'est ça. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je suis parti 2 semaines en Galice. On était 3 familles avec 3 camping-cars, des copains. On était nomades et on était tous avec la Google Maps. Et on regardait les campings qu'il y avait. Alors, est-ce que c'est parce que c'est du territorial, justement du camping, donc de la démographie, que c'est hyper important de savoir comment on est positionné sur une Google Map par rapport à bord de mer, par rapport à la ville qu'on va aller visiter, etc. Et que c'est exhaustif, le naturel, hein, on parle pas de ads. On peut faire du ads après là-dessus aussi pour avoir des mises en avant plus importantes. Mais aujourd'hui, pourquoi tu n'as pas évoqué que ce soit le référencement, le moteur de recherche, ou que ce soit aujourd'hui la recherche locale? Et je reparle aussi quand on est parti sur un salon à Paris, mon collègue qui a vachement l'habitude, il regardait les restaurants et maintenant tu as des filtres où tu peux voir, trier ceux qui sont justement à 4,5 sur My Business. Tu peux les filtrer, tu peux voir ceux qui sont... Qu'est-ce que tu en dis de ça? En fait, moi, je sépare complètement le référencement et Google Maps. Pour moi, même si les deux sont Google, en réalité, c'est complètement 2 plateformes différentes. Google Maps, effectivement, tu peux t'en servir pour trouver une idée d'établissement comme tu ferais sur Booking. En fait, Google Maps est une espèce de pseudo-Booking moins spécialisé. Donc ça, pour moi, c'est complètement valide. Google, en termes de référencement, tu ne te sers plus de Google pour trouver un hôtel, tu te sers de Google pour retrouver un hôtel. C'est-à-dire qu'en fait, tu l'as découvert l'hôtel via Booking, via Google Maps, effectivement, pourquoi pas, via Expedia, via Trip, via Hotel.com, via un blog, via un podcast. Et en fait, tu vas aller sur Google pour retaper le nom d'hôtel. Et donc, en fait, pour moi, Google n'est pas un outil d'acquisition client, c'est un outil de conversion. C'est-à-dire qu'en fait, au moment où il va chercher ton nom d'hôtel, ce que tu veux, et donc là, on rentre dans ce qu'on appelle le fameux brandjacking, donc le fait de se faire voler la marque. Ce que tu veux, c'est de ne pas te faire voler la marque par quelqu'un qui est en train de faire de la pub sur ton nom et qui tente de récupérer ton client. Donc, tu vas essayer de contrer le brandjacking et tu vas, comme ça, tenter de le récupérer en direct. Mais Google, c'est ça. Dans notre domaine, ça sert dans à ça. Dans l'hôtellerie, c'est ça, ok. Voilà. Donc les gens ne tapent plus hôtel, en tout cas, ils tapent moins hôtel Biarritz pour aller dans un hôtel à Biarritz, quoi. Voilà. Après, tu as une exception à ça, c'est les toutes petites destinations. Le village de Pont-sur-Yonne, et là où ma grand-mère habite, où là, effectivement, tu as probablement des gens qui tapent hôtel Pont-sur-Yonne. Tu vois, parce que c'est tout petit. Mais si tu vas à Biarritz et tu tapes hôtel Biarritz, les 20 premiers résultats, c'est des distributeurs. Ouais, c'est des distributeurs. Et donc, du coup, aujourd'hui, finalement, mais par contre, quand même, la Google Maps, pour revenir dessus,
Tu penses qu'aujourd'hui, c'est pas majoritaire parce que tu as dit que le triptyque représentait 95% tout à l'heure. C'est ça, exactement. Pour moi, Google Maps n'est pas majoritaire, mais en fait, alors là, on rentre dans un autre débat totalement politique, ok? Ouais. C'est que si tu veux, Google, on voit qu'il n'arrête pas de faire du back and forth, ok? Il y a eu plein de projets, il y en a un qui s'appelait Google Hotel, je sais plus quoi. Ouais. Ils avaient développé un concurrent de Booking, ok? Mais il faut savoir que le monde du voyage, c'est le 2e ou 3e plus gros annonceur chez Google. D'accord. Donc, c'est des milliards d'euros et de dollars chaque année. Donc, si tu veux, pour moi, Google est dans un problème là-dessus. Et c'est pour ça que Google ne poussera jamais pour devenir un Booking ou un Expedia. D'accord. Parce qu'en fait, le risque est trop grand en termes de perte d'argent. D'accord. Ils veulent pas ce n'est que mon humble point de vue, là. Attention. Et c'est aussi il disait même, je parlais avec quelqu'un qui fait tout ce qui est vol, aéronautique. Ils n'y arrivent pas parce qu'il y a tout un souci de SAV et c'est un autre métier d'arriver à être agence de voyage comme ça que être finalement créateur de solutions qui soient un peu automatiques comme YouTube, comme Google Maps, mais derrière après faire de la résa avec les dates d'arrivée, date de départ, avec tout ce que ça peut engranger comme erreur dans la gestion des disponibilités des OTA, enfin des clients qui ont affiché sur hotel.com, enfin sur la My Business. Finalement, ils en reviennent un petit peu parce que ils se rendent compte quand même qu'être agence de voyage ou intermédiaire comme ça, distributeur, c'est un vrai métier. Il faut avoir un SAV et finalement, ça va peut-être pas forcément cannibaliser. Donc du coup, si on peut pas réserver sur la Google Maps aujourd'hui ou demain, finalement, parce que moi je pensais qu'aujourd'hui, clairement, je pensais ça il y a encore un an, Google allait atomiser Booking, comme je trouve que Google My Business est en train d'atomiser TripAdvisor. Tu as parlé de TripAdvisor tout à l'heure, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? TripAdvisor n'est pas un gros annonceur chez Google. C'est un annonceur conséquent par rapport à nous, nos petits moyens. Si on pouvait récupérer juste ce budget, se le mettre dans la poche, on serait heureux. Mais c'est rien comparé à Expedia et Booking. C'est rien du tout. D'accord. Okay. J'avais les budgets publicitaires dans une conférence que j'ai donnée il y a quelques années. J'avais réussi à tomber là-dessus, mais c'était donc là, je te parle de ça il y a 6 ou 7 ans. Booking investissait, c'était plus de 50 ou 55% de leur chiffre d'affaires en pub. Mais c'était un chiffre. Non, tout pub confondu, mais leur principal. Et donc, du coup, tu disais que les gens ne tapent pas Hôtel Biarritz, mais ils tapent quand même hôtel. Et justement, quels sont les budgets aujourd'hui que de Booking dépense, parce que finalement maintenant ils sont plus sur la stratégie de branding, donc de notoriété pour devenir et de fidélisation justement via leur programme partenaire pour justement upseller, garder les clients, les faire réacheter, etc. que de l'acquisition via les moteurs de recherche, parce que tu disais qu'aujourd'hui finalement les gens ne tapaient plus trop ça. Et via le brandjacking aussi, ils dépensent des milliers via le brandjacking. Via le brandjacking. Alors, attends, c'est pas qu'ils tapent plus trop ça, mais quand tu tapes Hôtel Biarritz, tu veux pas un hôtel, tu veux un listing d'hôtel. Ouais. Donc, bien sûr que les gens vont toujours taper ces mots-clés. Ouais. Mais ils sont à la recherche d'un listing. Donc, en fait, ils recherchent une offre qui va donner de la géolocalisation et qui va donner comment est-ce que les offres sont comparées entre elles. Ouais, d'accord. C'est ça. Et donc, d'où le fait qu'ils veulent, en fait, ce qu'ils veulent, c'est arriver sur la page de listing de Booking ou d'Expedia. C'est tout. C'est ça qu'ils recherchent. Pour pouvoir comparer les offres entre elles. Exactement. Le brandjacking, pour expliquer, pour ceux qui n'ont pas regardé le podcast là-dessus, parce qu'on a fait un podcast qui est une retranscription de l'intervention que j'avais faite à la FNHPA à La Rosière, c'est la cannibalisation de son trafic, de son nom de marque. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand quelqu'un vous prend du linéaire. Le but, alors, j'ai même fait une vidéo qui est visible aussi dans le podcast, qui est dans la vidéo YouTube, la retranscription, et je pourrais vous l'envoyer. On paye normalement un distributeur pour qu'il aille nous trouver des nouveaux clients. C'est-à-dire, je donne souvent la comparaison avec, on a un restaurant dans une zone industrielle qui est tout neuf. On va payer quelqu'un pour aller distribuer des flyers, même des hommes sandwich, c'est ce qui se fait encore aux États-Unis, pour aller dans la rue parallèle pour dire, allez là-bas, il y a un restaurant qui vient d'ouvrir, qui est top, et donc tu vas distribuer des flyers pour faire venir une nouvelle clientèle. Le brandjacking, ça revient à j'ai mon restaurant Pignon sur rue, boulevard de la Mer à Hendaye, j'ai les gens qui veulent rentrer directement dans mes restaurants. Au moment où ils passent la porte, tu dis t'achètes pas ton plat au restaurant, tu l'achètes à moi, et en fait, au moment où ils sont qualifiés et rentrent, ben tu court-circuites la vente. Totalement correct, c'est exactement ça. Mais en fait, même ça va encore plus loin parce qu'il y a tout un tas de choses. Je te donne un exemple, qui est un exemple actuel, ok? Quand tu arrives quand t'as réservé via Expedia et que tu arrives dans un hôtel après avoir fait check-in, tu reçois un mail de Expedia qui te demande si tout s'est bien passé. Et tu réponds. Et Expedia ensuite va informer l'hôtel si jamais il y a un problème.
Et donc, si tu reprends ton analogie avec le restaurant, ça veut dire que même si tu es rentré dans le restaurant finalement, donc t'as un gars qui t'a dit non mais achète-moi la nourriture, moi je vais te trouver une belle place dans le restaurant. Et le gars il se prend 20%. Et il te trouve une belle place dans le restaurant. Et ensuite quand tu demandes l'addition, c'est le serveur de ce gars-là qui arrive, c'est pas le serveur du restaurant. Et tu continues à parler avec le serveur. Et ensuite ça va plus loin. Quand tu vas partir, c'est le serveur qui va te faire payer. Et ensuite, ça va encore, enfin, pas le serveur, mais c'est donc ce gars qui appelle brandjacking qui te fait payer. Et ensuite, ça va encore plus loin. Tu vas revenir chez toi, tu vas recevoir un mailing, quelques mois plus tard pour dire qu'il y a un nouveau plat et il est envoyé par le gars chez qui t'as payé, non pas par le restaurant. Et en fait, dans ta tête, tu n'es pas client du restaurant. En fait, le brandjacking, il commence par ce que dans ta tête, t'es client du restaurant. Dans ta tête, t'es client du restaurant, mais consommateur. T'es consommateur. T'es pas client du restaurant. Oui, parce que du coup, en fait, regarde ce que j'ai d'autre à te proposer, regarde tous les autres hôtels et tout ça. Finalement, c'est bien que tu passes par moi parce que je suis un courtier, je suis le meilleur. Voilà, c'est ça. Et puis parce que tu te dis, tu vois, il y avait une enquête que Booking avait publiée, qu'ils avaient fait, que j'avais trouvé extraordinaire, où ils avaient demandé pourquoi les gens réservaient sur Booking. La raison numéro 1, c'était on est rassuré du fait qu'il va y avoir un service client en cas de problème. D'accord. Quand on te répond ça, ça veut dire que tu es client de Booking, pas de l'hôtel. Tu consommes l'hôtel, mais en fait, si tu as un problème, tu vas appeler qui? Booking. Donc, tu es client. Et le parcours client aussi optimisé. Parce qu'aujourd'hui, on rentre dans les erreurs qu'a fait l'hôtellerie et faire le focus sur essayer de pas, en tout cas de s'améliorer pour notamment l'hôtellerie de plein air. Il y a eu plusieurs problèmes, je pense, qui ont fait qu'aujourd'hui, Booking a bouffé 20% de la marge des hôteliers. On en est là, quoi. Et c'est exactement ça. 20%, t'es très gentil. Parce que réalité, si on est sur Marrakech, aujourd'hui, on lâche combien à Booking? Alors, c'est pas une histoire de on lâche combien, c'est qu'en fait, c'est entre 15 et 20% les coms. OK? Mais en plus, t'as le programme Genius. Et aujourd'hui, si t'es pas Genius, t'es quasiment invisible. Genius, c'est un programme de fidélité. Genius, c'est 10%. Donc, en fait, c'est pas entre 15 et 20. En réalité, c'est entre 25 et 30. Donc, en fait, Booking, par vente, il demande 30. Enfin, il demande 10% sur si c'est un client Genius, plus 20%. Parce que Genius, il lâche des prix encore plus bas, quoi, c'est ça? C'est ça, exactement. Donc, en réalité, Booking ont arraché un tiers du bénéfice d'hôtel. Mais c'est un faux problème. Tu connais ton coût d'acquisition, Johan, et il n'est pas de 10%. Je pense que pour une boîte comme la tienne, il est de 20, 25, voire 30%. Et parce que c'est des coûts d'acquisition standards. Si tu cumules le coût de tes commerciaux, le coût de ton marketing, le coût de tes locaux, le coût de tout, tu vois, les podcasts, en fait, il est conséquent. Et c'est comme ça dans toutes les boîtes. Le problème, c'est pas de payer 30% d'acquisition sur un client. Ce serait, si tu te mettais sur Booking, que tu leur files 20, 30% et qu'ils te font découvrir à plein de nouveaux clients, c'est OK. Le problème, il vient après. C'est quand t'as pas fidélisé ton client en direct, parce que justement, et là on arrive dans les fameuses erreurs des hôteliers, t'as pas cartographié ton parcours client en anticipant ce qui allait se passer. Là, tu perds 30% sur le long terme. Tu vois, mais 30% de coût d'acquisition client, c'est presque un rêve pour certaines boîtes. C'est presque un rêve pour certaines boîtes d'avoir que 30%. Ouais, moi je pense être bien en dessous de 25%, mais c'est peut-être un peu prétentieux, mais c'est vraiment, tu sais, dans le mix marketing, c'est ce qui est paradoxal pour une boîte comme la nôtre, mais je suis très focus produit. Voilà. Et aujourd'hui, si tu fidélises, je pense qu'un hôtel qui surdélivre et qui fait de la qualité, en tout cas, à moindre coût, enfin pas à moindre coût, mais en tout cas qui fait des petits tips comme ça. Nous, par exemple, sur tous les salons, on va et on offre là, ce sera les calendriers de l'Avent personnalisés Geek Tonic, c'est une bouteille d'huile d'olive d'un de nos clients. Enfin, et aussi répondre systématiquement au téléphone. En tout cas, tout ça aujourd'hui fait qu'il n'y ait pas de churn, ce qu'on appelle le renouvellement de clients, les clients qui sont insatisfaits qui partent. Je pense que on a moins besoin d'acquisition là-dessus et on fidélise. Donc du coup, là aujourd'hui, on a beaucoup de clients qui ont refait parce que tu es dans une stratégie de moyen-long terme. Si tu étais dans une pure stratégie de je fais du site web et après je reverrai jamais l'hôtel, et donc tu étais que sur de l'acquisition client, pas jamais l'hôtel, jamais le camping, excuse-moi, tu serais sur du 30% minimum. Toi, tu as très bien géré ton truc parce qu'en fait, tu as cartographié ton parcours client. Je l'ai fait rentrer, mais en fait, moi, mes clients, je veux créer une vraie relation sur le long terme avec eux. Et donc, en fait, en réalité, tout ce que tu fais sur la qualité de ton produit, la qualité de ton service, la qualité de ton écoute téléphonique, d'être là, d'être toujours dispo, tout ça, en fait, fait partie de ton parcours client. Et en fait, tout ça joue sur ta fidélisation client. Et c'est ce qu'on appelle aussi, il me semble, les intérêts composés. C'est-à-dire que les intérêts composés, c'est que
c'est tout ce qu'on a acquis, on le garde, c'est notre socle. Et après, tout ce qui vient, c'est une casserole. Hein, on dit souvent ça. Et justement, j'avais fait une deuxième illustration que j'ai un salarié qui dessine très bien. Et je lui avais dit, il m'avait pris pour un fou quand je lui avais expliqué un petit peu le concept. Et tu verras, je te l'enverrai. C'est une marmite, une casserole. On l'a dessinée. Et en fait, à un moment, donc du coup, tu dois remettre de l'eau. Mais si ta marmite elle est pleine, enfin, c'est pas une passoire. Du coup, l'eau reste. Donc, il faut remettre juste un filet d'eau qui coûte 30% ou 20%. Voilà, aujourd'hui en acquisition. Et le problème des OTA, c'est un filet d'eau. Voilà, c'est un filet d'eau. C'est ça. Et aujourd'hui, le problème des OTA, et ça, c'est clair, c'est que aujourd'hui, enfin, sur cette marmite, ils ont ouvert une vanne et en fait, l'eau qui va rentrer, il la détourne vers eux et donc du coup, il crée un circuit parallèle. Comment aujourd'hui on arrive à se commercialiser? Donc là, aujourd'hui, tout ton podcast, et c'est ça qui est très intéressant, c'est que finalement, on va mettre une stratégie pour contrer ça. Et donc du coup, est-ce que tu peux lister un petit peu les éléments qu'on peut mettre en place? Parce que, et là on va revenir après sur le camping finalement où ils y sont pas aujourd'hui. La Fédé fait un gros travail, les PMS ne diffusent pas sur les OTA. Donc bon, déjà quelle est la checklist en gros des choses à faire? Là tu me demandes, il faudrait qu'on reparte sur plusieurs heures, je crois, de podcast. Honnêtement, alors c'est pas pour me faire de la pub ou quoi que ce soit, mais la checklist, c'est ce que je mets dans mon podcast. Enfin, si tu veux, là, à l'heure actuelle, tu as déjà 22 épisodes qui ne traitent que de l'acquisition client et qui représentent, enfin, à l'écrit, 50 000 mots. Donc, si tu veux, la checklist, elle est assez conséquente, mais elle est, en fait, c'est pas qu'elle est assez conséquente, c'est qu'en fait, il y a plein de petites choses à faire. J'en prends une complètement aléatoire, mais que je n'ai quasiment jamais vue dans un hôtel et ça me rend fou. Tu vas sur un site web, la page contact. La page contact, on est d'accord que 99% du temps, c'est un formulaire horrible. OK? Où, déjà, tu envoies un contact à l'hôtel, tu n'as pas de réponse immédiate. Les gens attendent en moyenne un contact dans les 6 heures. Une réponse dans les 6 heures à un contact. Ça, c'est considéré comme du bon service client. Ça n'existe pas des gens qui répondent en moins de 6 heures. Tu vois? Mais surtout, pourquoi sur ta page contact, t'as pas les deux vrais moyens de contacter un hôtel, c'est-à-dire un numéro de portable et un numéro de WhatsApp? Faut savoir que dans le monde, tu prends des pays comme le Brésil ou l'Afrique du Sud, le téléphone, ça marche même pas. Ils font tout par WhatsApp. Et un WhatsApp, ça coûte rien. Tu mets un téléphone à la réception. Mais tu vois, c'est un détail. Mais quand tu commences à dire chatter avec nous sur WhatsApp, Booking ne pourra jamais faire ça. Tu vois. Et en fait, c'est une suite de petites idées comme ça qui, en fait, mis bout à bout et surtout où tu sais où tu vas. Tu vois. Et on en revient à ce que je te disais tout à l'heure et qui pour moi est l'erreur numéro 1 qui a été faite par l'hôtellerie et qui j'espère ne sera pas faite par le camping, c'est de pas cartographier tout le parcours client avant de se lancer et de pas se dire attends, ici j'ai besoin de ça pour pouvoir faire ça. Tu vois, pourquoi je te dis le truc WhatsApp? Parce que non seulement tu fais en termes de, on rappelle l'humain, tu marques des points que personne ne pourrait faire à part toi. Et deuxièmement, tu récupères le numéro de téléphone du client. Et troisièmement, en fait, il faut savoir que dans la législation, tu n'as pas le droit de faire des campagnes de pub par WhatsApp ou tu n'as pas le droit d'envoyer des messages automatiques via WhatsApp sans que le client t'ait déjà contacté au préalable. Et là, il t'a contacté au préalable. Et donc, à partir de ce moment-là, tu peux commencer à créer un parcours client via WhatsApp. Voilà. Là, c'est directement sur le téléphone. Voilà. Mais c'est ça. Et alors là, c'est bon. Quand t'as fait ça, c'est gagné. Et tu verras que l'année d'après ou 6 mois plus tard ou 3 mois plus tard, quand le client revient, il t'enverra un WhatsApp. Et tac, tu bouclarises. Et voilà. Et c'est pour ça que je dis, c'est vraiment cette vision du parcours client, en fait. Bien sûr. Oui, et puis après, c'est en effet arriver à aujourd'hui, c'est que tout mettre en œuvre et aussi on a toutes les astuces, en tout cas, cette veille là pour aujourd'hui encourager les gens à faire de la réserve directe. Et pour ça demande aussi d'avoir un bon version mobile, un mobile first, d'avoir un bon site web, qui a un bel écosystème, qui fait l'effet wow, qui montre le personal branding, surtout qui a les mêmes éléments de conversion que un booking, de montrer l'offre, de montrer la contre-proposition, et d'avoir les meilleures photos sur le site web, mettre des messages publicitaires comme aujourd'hui, dire que c'est ici le meilleur prix garanti, c'est là qu'il faut réserver, que par exemple il y a le petit déjeuner offert s'il réserve en direct, vous en êtes là aujourd'hui, parce que bien sûr. Si on reprend aussi l'historique, il y a eu un gros souci, c'est qu'à un moment, Booking avait les meilleurs prix. C'est-à-dire qu'ils avaient un accord où systématiquement les prix les meilleurs devaient être sur Booking. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas, même dans le camping, même dans l'hôtellerie. Pardon, excuse-moi, ça a coupé. Que en fait, en France, Booking a perdu la bataille sur le fait qu'avant, il devait systématiquement avoir les mêmes prix. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. C'est plus du tout le cas. C'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, on me demande d'avoir le même prix entre tes distributeurs.
Tu vois, entre Booking, entre Expedia, etc. D'accord. Mais aujourd'hui, on peut être 20% plus cher sur hôtel. Est-ce que les gens le font aujourd'hui, ça? Donner moins de stock, changer de nom? Quelles sont un peu les pratiques qui sont faites? Un peu, ils le font. Pas mal, mais pas non plus de manière incroyable. Mais même à l'époque où, enfin, la vérité, c'est que ça a toujours été illégal de la part de Booking de pousser un truc comme ça. Tu ne peux pas forcer une entreprise à faire un certain prix. C'est illégal. D'accord. Donc, c'est pour ça que la loi, à un moment, mais moi, la plupart des hôteliers dont je m'occupais avant que la loi passe, on se mettait toujours moins cher que Booking. Et tu vois, et si jamais Booking tombait dessus et appelait, on disait quoi? Bon, c'est une erreur, je vais voir avec le veilleur de nuit. Et hop. D'accord. Et puis 6 mois après, il retombe dessus. Ah oui, vous m'avez dit il y a 6 mois. Je suis désolé, j'ai changé le veilleur de nuit. Ouais. Voilà. Et donc du coup, et en tout cas, c'est au niveau du message vraiment mettre ça en avant aujourd'hui. Et donc du coup, vous êtes en train de vous battre pour remettre l'église au centre du village, comme quoi aujourd'hui le meilleur moyen de réserver, c'est sur le site web. Ah bah bien sûr, c'est le meilleur moyen. Et tu as toute une façon de construire une offre entre du service, de l'expérience client, du prix, des avantages de conditions de paiement, des choses comme ça. Enfin, tu vois, c'est des trucs tout bêtes, mais mettre l'annulation 72 heures à l'avance, gratuit jusqu'à 72 heures à l'avance sur Booking, gratuit jusqu'à 24 heures à l'avance sur le site web. Ouais. Et ça aussi, si on reprend les erreurs qu'ont fait les hôteliers, justement, alors du coup, ça a été de mettre des prix moins chers sur Booking, c'était de pas forcément être aussi professionnel en renouvelant un site internet qui soit qualitatif, qui soit bien fait, bien structuré, bien mobile first, etc. Ça a été aussi d'encourager les gens à aller de lâcher en fait l'affaire du marketing, quoi, et de sa commercialisation, quoi. Mais en fait, c'est ce que tu dis est très vrai, mais c'est très émotionnel. Ok, parce que les gens ont été tellement fâchés contre Booking, je ne vais pas redire ici dans un podcast que j'ai pu entendre, mais c'était violent. Ok, et pareil, tu vois, avec TripAdvisor. TripAdvisor, ça représente pas mon hôtel, machin, mais on s'en fiche. On s'en fiche. Et encore une fois, et je répète, tu vois, et c'est toujours le truc, c'est que à partir du moment où tu as une vision d'ensemble de ce que tu veux faire, que tu as une vraie cartographie de ton parcours client, tu comprends que tout ça, ce ne sont que des étapes. La fameuse e-réputation, qui est un sujet, les gens sont pas contents avec ça. Mais c'est la seule vitrine, c'est quasiment la seule vitrine que tu as sur Internet. Ne pas gérer ta e-réputation, c'est la même chose que de démarrer un incendie dans ton hôtel. Tu le détruis complètement. Ouais. Tu vois. Et tu regardes tous les établissements hôteliers qui n'ont pas géré ce sujet-là, par exemple, parce que ça les énervait, parce que juste en fait ils n'avaient pas une vision d'ensemble. En disant, enfin, ils avaient la haie à couper ou ils avaient le mur à repeindre, quoi. Non, et puis parce que le nombre, je te jure, qui ont entendu non mais moi TripAdvisor, je veux pas jouer leur jeu, c'est des mais t'as envie de dire mais c'est pas une histoire de jouer un jeu, c'est que de dire je ne veux pas jouer par exemple le jeu de la réputation, c'est la même chose que de dire je suis célibataire mais je vais m'habiller comme un clochard pour essayer de trouver quelqu'un. Non, mais c'est la même chose. C'est ton apparence. Ton apparence sur le web, c'est pas compliqué. Tu as un beau site web, tu as des belles photos, tu as des textes qui sont intelligemment faits et tu as tes commentaires. C'est tout. Ouais. Et je disais ça parce que il y a beaucoup de gens qui se trompent de combat. Enfin, en tout cas, je reprends une situation de Jean-Guy Amat qui disait, Jean-Guy Amat, c'est le Cyril Plage qui est une référence au niveau national d'un point de vue camping. Il disait, qu'est-ce que les gens ont mieux à faire que s'occuper de leur communication en ligne, sachant qu'aujourd'hui, on fait de la micro-management, de la micro-gestion de son établissement, c'est-à-dire, bonjour monsieur, alors c'est bien, il en faut, mais en tout cas, on peut faire ce qu'on appelle scaler dans le monde startup, dans le monde numérique, c'est scaler son approche, parcours client, commercialisation, et pour ça, on est là pour justement aider les personnes avec ce qu'on appelle des workflows sur les scénarios de mails envoyés. C'était ce que vous avez fait avec ce que j'avais fait dans mon ancienne boîte. Et via un site internet, comme on reprenait l'exemple du personal branding avec des vidéos qui soient faites. Aujourd'hui, nous le podcast aujourd'hui, c'est ça, les petites vidéos qu'on fait, les newsletters qu'on envoie à nos 400 clients, c'est des choses, c'est comment automatiser la relation client pour que ce soit une charge mentale moins importante et en tout cas aujourd'hui embrasser le niveau numérique et pas faire de la micro-gestion. Et des fois, il faut mieux sous-traiter cette partie-là sur laquelle on a une valeur ajoutée moins importante. Mais en tout cas, comme tu dis, prendre à bras le corps parce que sinon, on fait les choux gras. Le non-professionnalisme ou en tout cas le fait que le numérique fasse peur, les réputations fassent peur, fait les choux gras de ces OTA. Et aujourd'hui, c'est pour ça qu'on s'entend bien et que je voulais qu'on matche là-dessus, c'est que moi le but de la boîte, on dit souvent le why, c'est aujourd'hui de professionnaliser les petites structures pour se battre contre les GAFA. Aujourd'hui, c'est vraiment l'objectif que j'ai premier dans le camping, c'est aujourd'hui, c'est facile. Enfin, c'est facile. En tout cas, on est là pour vous aider.
Il y a des outils. Aujourd'hui, on a les mêmes outils, on peut accéder à un bon parcours client. Alors c'est sûr, ça fait peur. Là aujourd'hui, on a dit plein d'éléments, mais c'est vrai que quand tu écoutes 10 minutes par jour ton podcast, quand tu écoutes Radio Camping, quand tu appelles Pamela pour qu'elle te conseille sur une stratégie, sur un mailing, c'est sûr, il faut prendre des relais là-dessus, parce que c'est. Mais en tout cas, aujourd'hui, tout est actionnable là-dessus pour se réapproprier, sachant que nous dans le camping, on a le bénéfice de pas avoir autant scié la branche sur laquelle on était assise ou d'avoir mis le bras autant dans la gueule du loup, quoi. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Je suis totalement d'accord. Après, tu vois, là, c'est vrai que je dépeins un peu un monde apocalyptique, mais en réalité, on est en train de repartir dans le bon sens, hein. Dans l'hôtellerie, tu vois, c'est juste que on repart dans le bon sens un peu 10 ans trop tard. Mais les choses sont en train de plus en plus tu vois, ça va bien. Mais je veux juste revenir sur un tout petit point que tu as glissé ici sur le fait de sous-traiter. Et ça, pareil, c'est un truc que j'ai vu encore une fois et je pense que c'est une erreur de pas comprendre que le marketing, la communication, c'est un sujet d'expertise. Ça ne viendrait pas à l'idée de quelqu'un de réparer sa voiture tout seul, à moins d'être lui-même un expert sur le sujet. Tu vas avoir un garagiste. Mais le nombre d'hôteliers qui disent « Ah non, moi j'ai fait les photos moi-même, j'ai écrit les textes moi-même, j'ai fait mon site web », tu vas dire « mais tu es fou !» Enfin, tu vois, faire les photos toi-même de ton hôtel ou de ton camping, mais c'est une folie, c'est un métier, la photographie d'établissement d'hébergement touristique, c'est un métier. Et t'es en train de ne pas mettre la meilleure image possible de ton établissement là où tu as besoin. Tu vois, ce serait comme dire, je reviens sur mon exemple de je suis tout seul. C'est pas mon cas, moi je suis marié, mais t'es célibataire et tu couds toi-même tes chemises pour sortir. Mais il y a un moment, faut arrêter, quoi. Tu vas chez un magasin qui te voit une super chemise et voilà. Et donc, surtout, si tu veux faire la différence aujourd'hui, et c'est là où être stratège, hein, cette entreprise, c'est prendre les bonnes décisions stratégiques pour être différenciant et avoir un plus produit, c'est-à-dire différent des confrères, en tout cas avoir un positionnement qui est marqué, hein, et surtout quand on est le WOW ou le Club Med qui peut s'adapter à tous les types de cibles, en tout cas avoir son truc à soi et aller à fond dessus. Hein, c'est vrai que nous on est dans le camping, ça marche bien et du coup on reste là-dedans. Et nous on le voit parce que par exemple, moi je faisais des photos, j'ai commencé comme ça il y a 12 ans. Aujourd'hui, on réceptionne des photos d'autographes, peut-être 70 reportages photos chaque année. Honnêtement, des photos qui font vraiment la différence, qui sont vraiment qualitatives. Je dis pas qu'il y en a sur les doigts d'une main, mais en tout cas, et qui font vraiment. En fait, les gens ils dépensent. Moi, je le dis sans problème. et c'est le souci, c'est qu'aujourd'hui, les gens ils investissent. Je sais pas combien dans le parc aquatique, dans le fait de faire de la relation humaine, dans tout ça. Aujourd'hui, arriver à montrer ça, c'est avoir un bon prestataire qui fait la différence. Avoir des bons workflows, donc des bons scénarios de mail qui vont bien parler aux clients avec la bonne touche, avec le bon ChatGPT, on oublie et tout ça parce que il faut avoir ce bon ton, il faut avoir ces bons automatismes pour qu'on gagne du temps là-dessus. Et c'est vrai que voilà, après comme ça permet de pas être débordé, mais ça demande des investissements de départ au départ. La grosse force des OTA aujourd'hui, c'est qu'ils te disent tu payes que si t'as. Donc ça c'est sûr que c'est le. Et 3 ans plus tard, tu te dis non, je veux pas me mettre moins cher sur le site parce qu'en fait sinon je vais être déclassé des hôtels ou des campings en première position sur l'OTA. Ouais. Je l'ai entendu plein de fois. Mais voilà. Mais encore une fois, en fait, on revient toujours au même truc. C'est que si t'as cartographié ton parcours, si tu sais exactement ce que tu veux faire, tu fais pas ça. Mais tu vois, si tu pourrais résumer, en fait, tu pourrais dire, prends un expert avec toi qui va t'aider à définir tout ton parcours client. Et une fois que c'est fait, trouve des experts sur chacune des étapes clés et donne-leur le job. Parce qu'en réalité, l'argent que tu vas dépenser maintenant est la dépense que tu ne feras pas plus tard. Parce que quand tu te retrouves à un stade où effectivement tu as 30% de ton chiffre d'affaires qui part en commission, et une fois que tu es parti là-dedans, c'est très compliqué. Tu sais, tu t'es fait cannibaliser entièrement par un distributeur, le gars il te dit non, si vous ne changez pas ça, moi je peux plus vous mettre dans les hôtels en première position. Ouais, c'est là où il faut avoir un trafic sophistiqué. Sophistiqué, ça veut dire que quand on regarde le camembert sur Google Analytics, on a du social media, on a du paid search, tout ce qui est AdWords, on a de la distribution aussi pour du dernière minute, même si les paid search aujourd'hui, je vais reprendre l'analogie après, la comparaison aujourd'hui. Le monde est très sombre, on va dire, même si comme tu dis, ça se repanache avec des gens qui donnent des bons conseils. En tout cas, le monde du camping, l'avantage, c'est qu'on n'est pas dans cette situation. Booking n'a pas du tout d'exhaustivité de l'offre. C'est ça. Donc, c'est un gros souci. C'est-à-dire, quand tu vas sur Booking, tu as
peau de chagrin au niveau de la diversificité de l'offre et exhaustivité. Donc, tu veux le Cap Fun, tu veux le camping must-have, donc qui est incontournable dessus, il n'apparaît pas. Et ça, aujourd'hui, c'est la grosse force de la fédération qui freine des quatre chemins. Et finalement, ceux qui vont aujourd'hui sur Booking, c'est des offres de gens qui n'ont pas le panache ou les moyens financiers aujourd'hui, en tout cas, de se dire, je prends un risque pour avoir un trafic de soit si tu fais un site internet, en tout cas même pour faire un site web, aujourd'hui tu peux avoir des places de marché comme Amazon où les gens n'ont même pas de site internet, ils commercialisent sur Amazon par exemple. Mais aujourd'hui en tout cas le fait de faire ça fait que tout le monde freine pour pas que Booking arrive là-dessus. Donc du coup les gens, vu qu'il n'y a pas une exhaustivité de l'offre à un endroit, ils sont beaucoup plus à rebondir de site en site, à aller sur les sites individuels, à faire de la recherche encore sur Google ou sur Google Maps. C'est très bien. C'est ça le gros avantage. Et pourquoi aujourd'hui tout le monde se bat, c'est que finalement on a cet avantage-là. On a aussi des distributeurs, pourquoi pas aller sur la distrib, mais qui ne viennent pas cannibaliser les noms de domaine. Parce que là, on a parlé du coût d'acquisition, mais le problème, c'est que on est le camping Les Champs Blancs, par exemple. Les Champs Blancs, il y a qu'un seul camping Les Champs Blancs en France. Le camping, ça fait 20 ans il est connu, c'est une marque. D'ailleurs, tu regardes sur Google combien de fois son nom de marque est tapé. Je pense que la fidélisation des clients, en tout cas les gens qui reviennent d'une année sur l'autre et qui retapent le nom parce qu'ils ont entendu parler, ça doit être 40%. Là, aujourd'hui, je prends, alors je dis pas ceux qui achètent, mais en tout cas ceux qui reviennent avoir un intérêt d'une année sur l'autre. C'est un nom de marque qui est énorme. D'ailleurs, nous, quand on fait les études de mots-clés, c'est en tout cas 30%. C'est le volume de trafic de son site internet. C'est les gens qui ont tapé le nom de marque. On regarde sur l'organique. D'une année sur l'autre, si ça, il y a 20% de ces 30%, donc 1000 visiteurs par mois, il y a 30%, c'est les gens qui ont tapé Camping Les Champs Blancs. C'est grâce à ça qu'ils viennent sur le site web. Si sur ces 30%, on a 20% de gens, parce qu'un taux de clic de quelqu'un qui est au-dessus de son nom de marque, c'est 20%. Mais du coup, sur les 300 visiteurs par mois, mais qui est beaucoup plus, parce que je pense c'est peut-être par jour, en tout cas tous les 2 jours, il fait 1000 visiteurs par mois. Aujourd'hui, il a 20% des 300 visiteurs qui n'arrivent pas sur son site, mais qui vont sur Booking, et des gens satisfaits qui, là, pour le coup, il y a 5% de taux de conversion. Regardez le podcast sur Brandjacking, on avait estimé ce que c'était la déperdition quand quelqu'un vient acheter votre nom de marque et vous vole votre nom de marque. Donc, un revendeur qui est devant votre boutique et qui essaie de vendre des tickets à votre place, pour reprendre l'analogie avec les restaurants. Ouais. C'est énorme la déperdition. Moi, ce que je dis souvent, c'est tout dépend votre niveau de maturité et votre niveau de notoriété. Si vous êtes le restaurant qui est inconnu, il y a personne qui va venir dans votre boutique et vous êtes dans la zone industrielle, du coup, allez faire de l'acquisition, acquérir des nouveaux clients pour avoir un portefeuille avec pourquoi pas la distrib. Par contre, si vous êtes, Caudalie, moi je suis allé à Caudalie récemment. Caudalie, c'est un palace français. Ils sont sur Booking. Je tape Caudalie Bordeaux, j'arrive et je vois qu'ils sont en train de distribuer alors que c'est une marque internationalement connue. Ouais, mais complètement. Mais moi, je suis en plein dedans, donc moi ça me sidère pas du tout. Mais je comprends pourquoi toi tu dis waouh. Mais non, mais c'est parce qu'il y a 10-15 ans en fait, certains choix ont été faits qui n'étaient pas les bons. Et donc maintenant, il faut rattraper le truc, quoi. C'est tout. Super intéressant tout ça. Toi, tu encourages les fédés à se battre contre ça, donc c'est travail du coup de la Fédé et justement ça, je sais pas si tu le sais, mais il y a une charte déontologique pour des distributeurs qui sont pure players, donc qui sont spécialisés dans le camping, où ils s'engagent à ne pas acheter le nom de marque. Le seul qui ne fait pas ça, c'est Booking, qui est un peu dans le camping, c'est Booking. C'est-à-dire eux ils disent non, tu prends la dispo chez moi, je viens au-dessus de ton nom de marque. Tout ce qui est camping.com, Campsited, etc. Ils s'engagent. Alors le problème c'est que là nous on a un logiciel qui permet de vérifier tous les jours s'ils s'y tiennent ou non, qui ont des partenaires, pour vérifier qu'il n'y ait personne au-dessus de ton nom de marque. Donc, à partir du moment où tu fais de la distrib, il faut faire ce scrapper qui fait que tous les jours, on vient faire des copies d'écran des gens au-dessus de soi pour éviter cette dilution tout à l'heure dont j'ai parlé. Aujourd'hui, dans la Fédé, c'est ça. Les PMS comme Telis, easyzone ou Securiday qui ont l'exhaustivité, en tout cas à 90%, des campings ne sont pas interconnectés avec ces distributeurs-là, qui n'ont pas signé la charte de la Fédé. Et c'est ce qui permet aujourd'hui d'avoir ce recul, en tout cas, de verrouiller un petit peu la distribution sur ces boîtes américaines. Je vous conseille d'aller voir le podcast de Tony Lub. Où est-ce qu'on peut te retrouver si on peut finaliser par ça, Tony? Eh ben, écoute, il y a une plateforme qui s'appelle donc 10minutehotel.com, 10minhotel.com. Qui en fait, c'est un gros projet sur lequel je travaille, un projet en parallèle,
qui est en fait un agrégateur de news dans l'hôtellerie, où en fait ça récupère toutes les news publiées dans notre domaine, tous les articles de tous les blogs d'experts, etc. Ça centralise ici, et donc là vous avez un onglet podcast où vous pouvez retrouver le podcast, ou sinon vous allez pouvoir le retrouver sur Spotify, sur Deezer, sur YouTube Music, Google Podcast, Apple Podcast, etc. Donc voilà. Bon, en tout cas, merci pour tous ces échanges très qualitatifs. On fera peut-être aussi un autre épisode justement sur où tu viendras peut-être nous donner le kit, même si comme on dit, c'est bien retracé sur ton podcast. Oui, mais on pourrait résumer un peu ça en un seul épisode. Ouais. Voilà, on en fera un second. On a pas mal digressé, mais honnêtement, c'est vraiment pour aller en profondeur. C'est le but de ce podcast. On essaiera de faire une version courte, mais en tout cas, c'est très intéressant de faire ce comparatif. Aujourd'hui, on vous donne des astuces. On va faire aussi plus de tutoriels pour voir justement comment mettre ça en place. Et encore une fois, il y a le podcast de Tony. Je te remercie, Tony. Bah écoute, merci beaucoup pour l'accueil. C'était très très sympa et ça m'a permis d'en découvrir aussi un petit peu plus sur le monde du camping que je connaissais moins que l'hôtellerie. Parce que même si effectivement j'ai travaillé avec certains campings dans le passé, c'est moins mon domaine et c'est super de découvrir ça. Ça m'a fait vraiment plaisir. On va continuer à échanger ensemble et à faire des stratégies communes et à échanger sur ces différents secteurs. À très vite, Tony, pour de nouveaux épisodes. Ça marche. À très bientôt, Johan. Ciao, ciao. Merci. Ciao. Si cet épisode vous a plu, vous pouvez le partager sur vos réseaux sociaux et vous abonner à la chaîne pour être notifié des prochaines vidéos. Un petit commentaire pour la force et rendez-vous autour de la piscine pour un geek tonique.